Tramel, Frédéric Diaz, Antoine Ribéno, père et fils d'ailleurs, Monsieur Dulieu, Annie Cholin, Jérôme, si tout le monde pouvait s'asseoir, on puisse commencer. Nous n'attendons plus que Jean Gersin qui ne devrait pas tarder. Voilà, Jean qui arrive. Voilà. Jean, c'est à toi donc pour l'animation de ce débat. Bonsoir à toutes et à tous pour ceux qui n'étaient pas là à l'Assemblée Générale. Nous allons avoir un débat sur ce qui nous occupe le plus, c'est-à-dire l'action syndicale, la grève à travers les âges. Avant ça, je vous présente Stéphane Sirot, sociologue, titulaire de chaires diverses et variées, et qui a l'immense honneur pour nous de continuer le travail que beaucoup d'intellectuels ont arrêté sur l'histoire du mouvement social, du mouvement syndical, des luttes. C'est plus si fréquent que ça. Des sociologues qui se penchent sur les gilets jaunes, il y en a plein à l'appel en ce moment. Ceux qui ont un travail long et sérieux sur l'histoire du mouvement ouvrier. Donc Stéphane Sirot était déjà venu au congrès et nous entretenons une correspondance, et bon, après je vous dirai. Il y avait notre ami Légereau qui a été sournoisement attaqué par une sciatique et qui a été invité et qui devait être présent en tant que président de l'Institut d'histoire sociale du livre parisien. Dommage qu'il ne soit pas là, parce que Daniel est un très bon camarade. Avant de commencer, à tout seigneur, tout honneur, Maurice Lourdez. Là, Maurice Lourdez. Le camarade Maurice Lourdez en question s'est questionné lui-même sur son passé douteux de leader de la lutte de classe sur une longue période, pendant la grève, notamment du Parisien, dit libéré, il n'est plus libéré maintenant, il appartient à LVMH. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Une certaine stratégie ouvrière, dans le débat. Il est là et à votre disposition. Il dédicacera son livre qui, évidemment, avec d'autres membres ici présents de l'action du Parisien, est l'objet de nombreux débats dans des soirées nostalgie dans lesquelles les confrontations continuent sur la conduite des luttes, et ça ne manque pas dans notre propre syndicat. Voilà, donc Maurice Lourdez là. Stéphane, lui, malheureusement, ça tombe très mal, il a écrit, voilà, c'est à procurer, une brochure sur Jean Allemann, notamment, tu confirmeras, du point de vue de son travail d'indépendance, donc à travers le fédéralisme d'indépendance à l'égard du gouvernement. Il a sorti une brochure, et avec le format qui correspond à de la formation syndicale. Hein. Une brochure, La grève en France au XXIe siècle, épuisement ou métamorphose de la régulation conflictuelle. Donc il s'interroge sur la place de la grève. Ça va être évidemment l'un des sujets. Il a écrit une brochure qui s'appelle Syndicalisme et politique. Des liaisons dangereuses ou des liens qui libèrent. À chaque fois, ça tombe, évidemment, comme par hasard, dans les débats que nous pouvons avoir, que nous n'avons pas forcément réglés, que lui n'a pas forcément réglé, mais au moins, il y a un support qui nous permet de faire ça. Ça, un délice, les enfants. L'institutionnalisation du syndicalisme. On est en plein débat du 52e congrès. On est en plein. Institutionnalisation du syndicalisme, étape, forme et problème, parce que les thèses de Stéphane, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs à travers un article dans l'Humanité dimanche ou dans Regard, je ne me rappelle plus, où tu posais le problème du syndicalisme par rapport au droit dès l'origine de la fin du XIXe siècle, et un quatrième qui s'appelle Démocratie sociale et dialogue social en France depuis 1945. Ça, c'est des brochures qui correspondent, pour moi, à une bibliothèque d'un syndicaliste qui se pose tous les problèmes qu'on se pose à un forum CGT. Je ne sais pas si on en voit le film avant ou pas.
Laurence Krasny et Mourad Lafitte ont tourné. Hein? Krasnia. Laurence et Mourad ont tourné un film sur le sujet qui nous occupe là. Je pense qu'on va le projeter il y a quelques minutes de film qui nous permettent une introduction moderne, audiovisuelle et animée. Et après, on passera au micro. C'est ça? Alors on y va, quand vous voulez, top les studios. À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. Ce n'est pas de l'eau de rivière, encore moins de celle du puits. Donc quel est l'intérêt pour un syndicat, pour des militantes, des militants, des adhérents, d'exhumer un mort? C'est pas le plaisir de commémorer. Nous n'avons pas cette maladie de c'était mieux avant, c'était l'âge d'or avant. Nous avons au contraire l'idée que l'espoir inverse que ça sera mieux demain. Ça influence. Ce sont des gens du passé qui m'influencent aujourd'hui. Je savais que ça faisait partie d'un des syndicats les plus anciens. 180 ans, donc ça remonte à un certain temps. 180 ans à tirer vers le haut les conditions de travail et de vie de ses adhérents. Un très très vieux syndicat qui est même à l'origine avec d'autres syndicats de la constitution de la CGT. C'est un avantage parce que tout est construit, c'est un peu comme si tu arrivais, il y a la maison, il y a le matériel pour diffuser, il y a... Quand j'ai fait débrayer toute la boîte, où il y avait à peu près 200 personnes, je me suis retrouvé licencié séance tenante. J'ai une conscience de classe en fait, c'est que je viens du milieu ouvrier. Là, ça a été une des premières actions qui m'a fait voir que le côté agréable du militantisme. Je suis révolté contre toutes les injustices. On a tous des différences. Je me suis engagé assez jeune à la CSTP. À l'époque, c'était encore la CSTP. J'avais 21 ans. On a tous une chose en tête, c'est être militant avant tout. Il est temps vraiment de s'engager aujourd'hui. C'était une nécessité en tant qu'ouvrier du livre de s'engager dans le syndicalisme. De mettre en place un vrai rapport de force. Notre histoire fait partie du champ de bataille. Pendant le premier quart du XIXe siècle, encouragés par la Restauration, des sociétés de secours mutuels apparaissent en France. Ça représente ce qu'était la typo dans le temps, quand les premières mutuelles se sont faites. Ces sociétés mutualistes sont très importantes dans la corporation du livre. Quand les ouvriers s'entraidaient sans qu'il y ait rien d'officiel, ça a commencé comme ça. Cette idée d'association va donc prendre corps sur ces sociétés mutualistes, alliant dans le livre une nature revendicative avec une pratique des secours mutuels, première forme de solidarité. Ça représente la beauté de ce qu'a été le livre. C'est un héritage. Et cet héritage, il ne faut pas le salir parce que c'est des gens qui ont risqué leur vie pour ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire nos droits. Et notamment Jean Almalt qui a clairement contribué à la création de la chambre syndicale typographique parisienne. C'est quelqu'un qui est intéressant parce qu'il traverse un siècle et il résume un petit peu ce qui va être un siècle de combat ouvrier et social ou socialiste. Ce gars-là commence à militer, il avait 19 ans, c'est un jeune typographe, et il participe en 1862 à sa première grève. Et naturellement, Yvan Toul, pour avoir fait une grève de typographe alors que les grèves étaient pour le coup encore interdites. Pour lui, l'engagement, qu'importe la répression, l'engagement n'est pas une affaire de sacerdoce. C'est naturel, il appartient à une classe ouvrière qui est totalement exploitée et son engagement participe de ça. Et ça le conduit donc logiquement en 1870, au moment de la chute de l'Empire, à s'engager dans ce combat qui est à la fois un combat démocratique et un combat social. La Commune est proclamée et lui, il va jouer un rôle extraordinaire. Il n'est pas parmi les grands chefs de la Commune, mais c'est l'un des militants de terrain, l'un des plus actifs dans son arrondissement, dans le 5e. C'est l'âme, on peut dire, de la résistance dans le 5e arrondissement. Comment finit la Commune? Eugène Varlin va être fusillé et lui
il va échapper à ce qu'on a appelé la semaine sanglante, réellement la semaine sanglante. C'est dans le 20e qu'il va se faire, coffrer sur dénonciation. Il est arrêté et le 3 avril 1872, vous vous rendez compte, il est déporté au bagne. Et alors là-bas, en déportation, il organise un peu aussi la résistance des déportés aux brimades qu'il subissait, et même aux injustices, il le dit, parce que lui considère que les bagnes, c'est pas les lieux de non-droit. Et donc il intente même des procès pour faire respecter le droit dans les bagnes. C'est-à-dire qu'il va prendre soin de ne jamais abdiquer. Et il revient donc, il reprend son imprimerie, enfin il recrée une imprimerie. En 1880, en mai, personne ne lui aurait reproché, eh bien, ma foi, d'être à la retraite ou à la semi-retraite, prendre un petit boulot et puis se faire oublier en passant le reste de sa vie à récupérer tous ces événements. Pas du tout. Et il se réengage très vite dans le mouvement, toujours dans le mouvement syndical. Il est évidemment toujours très engagé sur le plan syndical, mais également dans la construction des premiers partis socialistes français. Pour lui, l'émancipation sociale admet bien entendu l'action politique. Il considérait que si on voulait changer de société ou changer la société, l'action syndicale était prioritaire. Il n'est pas ah non, moi je ne participe pas. Non, il dit voilà, il y a bien une action politique, mais elle est secondaire par rapport à l'action directe. Hallmann refuse toute subordination, d'une part du parti aux élus, il considère que c'est le parti, c'est-à-dire les militants, et non pas les élus, et d'autre part, du syndicat au parti. Jean Hallmann, un copain, pas un copain, mais une des figures de notre mouvement, ça, incontestablement, et nous demandons qu'à partager notre mémoire et à partager notre histoire. Mon père était syndicaliste et pour moi être syndiqué c'est quelque chose de naturel, quoi. Alors, la première chose qu'a faite notre professeur Maillot en sortant d'Estienne, il nous a directement amenés au syndicat à Blanqui et il nous a tous syndiqués. Ça commençait bien déjà. Pour moi, le syndicat, c'est une obligation pour les travailleurs ou tous les salariés. On ne pouvait pas travailler sans être syndiqué. Le syndicat, ça faisait partie du travail à mon père, quoi. Je suis rentré à la Chambre Thibault, je me suis toujours senti chez moi, comme dans une famille. Un syndicat, c'est des liens très très forts, hein. C'est pour ça qu'on s'appelle camarades. Moi, ça me faisait toujours bizarre, tu sais. Mais après, tu la vois, cette fraternité, cette solidarité, c'est fort parce qu'en fait, on vit des moments forts quand on lutte. Non, 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 au licenciement. Pas de Parisiens libérés ce matin, les ouvriers ont fait grève hier et mardi prochain, il n'y aura pas du tout de journaux à Paris, et ce à la suite d'un arrêt de travail décidé par la CGT du DIC. Pour la seule région parisienne, 70 entreprises graphiques ferment, 6 000 licenciements sont prononcés. La grande grève du Parisien libéré, qui va durer 28 mois, révèle en fait ce malaise de plus en plus tangible dans la presse. Ça a démarré en 1974. Il y a eu cette attaque d'Amaury qui avait déjà longtemps. Il avait envie de liquider la presse parisienne. Donc on a pris la décision, et le syndicat avec, d'occuper les locaux. Et donc voilà, la lutte a démarré de cette façon. J'avais déjà un mandat syndical important et je me suis battu, si tu veux, avec mes camarades. Maurice a su impulser cette lutte comme il fallait. Je représentais les typographes avec les autres membres du syndicat. Les camarades étaient en grève, ils montaient la garde. Plus les actions qu'il y avait dans la journée, des actions et des manifs, mais il y a aussi la course aux camionnettes. Et on courait après les journaux pour justement empêcher le journal de paraître. Et tout ça s'était fait d'une façon spectaculaire, et ça a fini par avoir un impact. Et toute la presse était solidaire, sinon on n'aurait pas pu tenir non plus, il faut le dire. 2 ans et demi, c'est difficile à tenir, hein. Je suis fier d'avoir vécu ça. J'ai fait ce que j'ai pu, comme beaucoup d'autres. Et surtout, ce qui m'embête le plus, c'est que Maurice y a laissé ses yeux. Notre syndicat, avec ses origines anarcho-syndicalistes, a marqué l'histoire. La chambre syndicale typographique parisienne, ça a toujours une valeur.
mais vu l'évolution de nos métiers, il fallait se transformer. Certains la présumaient mourante, condamnée à disparaître, à la manière du syndicat des cochers, disaient certains. La voilà qui trouve une nouvelle inspiration, une nouvelle jeunesse. Ce syndicat historique a dû évoluer et s'ouvrir à d'autres secteurs. La pub, l'affichage, qui n'ont rien à voir, pas au niveau de la répression patronale, parce que justement ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans des domaines totalement différents, on a les mêmes stratégies en face. La CSTP, on est devenu Infocom, le nom a changé, mais pour moi c'est toujours le même syndicat. Je trouve ça très bien finalement, parce que on ne reste pas en dehors du jeu, on ne se met pas en retrait par rapport à ce que va devenir peut-être le futur syndicalisme de demain. J'ai eu la chance de rentrer très tôt en presse quotidienne nationale et j'ai passé déjà une première période d'à peu près 20 ans quand même à la CSTP. Depuis les années 92, nous étions confrontés à une attaque sans précédent de la part des éditeurs de presse, puisque nous étions entrés dans le cadre de plans sociaux qui ont dévitalisé l'ensemble des typographes, alors que nous étions très très nombreux dans les années 80, 90. On avait un comité syndical avec des gens qui avaient compris. Ils n'avaient pas la volonté de brader le statut ni rien, même si on nous a fait des reproches à ce sujet, mais ils avaient compris qu'on arrivait au bout d'une histoire. Et si on voulait continuer l'histoire, mais autrement, il fallait évoluer. Et l'évolution, elle allait passer par des choix douloureux, parce que c'était dans nos gènes, on était ouvriers du livre. On a passé énormément de périodes quand même difficiles, dues à aux modernisations successives, le plomb à la photocomposition, la photocomposition à la PAO. Et ensuite, avec un rôle d'éditeur, mais sans être reconnu comme journaliste. C'était pas très clair, en fait, c'était plus l'élimination des ouvriers du livre en tant que telle qui se passait que une évolution du métier dans les rédactions. Donc le secrétariat, et Marc Perral en particulier, notre Marco, a réfléchi, pensé à un projet de redéploiement. Et Marc était toujours avec 5 ans d'avance, donc là on était dans les années 2000 par là. A commencé à germer dans sa tête, et quand ça germait, lui, attention, il fallait aller jusqu'à la récolte. La Dream Team au niveau du secrétariat, qui était composée de Marc Perral, de Michel Bruno et d'Alain Martin, ont eu l'immense présence d'esprit de mettre en œuvre un projet politique et un projet syndical qui s'est ensuite prolongé dans le cadre de la prolongation de la CSTP par Infocom CGT. On a fait avancer le sujet, bien sûr, au comité syndical, parce qu'il y avait quand même un vrai esprit démocratique et de débat, ce qui fait un peu la force de la chambre typo quand même, sur le fait que d'intégrer la rédaction c'était bien, mais qu'il aurait fallu un autre statut commun, mais nouveau. Le projet professionnel a permis, avec le rapport de force qui était encore le nôtre à l'époque au niveau du livre, de faire basculer tous les camarades qui travaillaient dans les sièges éditoriaux, qui sont devenus journalistes. On a eu une période assez charnière. Pour tout un tas de raisons, on a basculé, on a quitté notre statut d'ouvrier du livre pour devenir des journalistes. Ce qui n'a pas été forcément très très simple avec les syndicats de journalistes qui étaient déjà en place. On a eu des vrais débats, mais c'était pas stérile. Il y avait vraiment des arguments. Et à force de persuasion, que ce soit du côté des cartes de journalistes ou des ouvriers du livre, tout le monde a fini par comprendre que c'était super important pour nous d'évoluer dans ces professions-là. Il y avait quand même déjà une mixité dans le comité syndical. Il y avait des gens qui étaient issus du milieu journaliste, qui avaient même des cartes de journalistes pour certains, et donc qui avaient connu tous ces environnements-là. C'est qu'eux, ils ne sortaient pas d'atelier du plomb, ils savaient déjà que la vie avait changé. Mais ce projet professionnel ne se suffisait pas en lui-même. Ce qu'il fallait mettre en œuvre, c'était un autre projet, un projet politique d'une haute portée. On a décidé donc de créer notre syndicat de journalistes, tout en conservant, alors c'était un peu paradoxal, nos qualités d'ouvrier du livre, tout ça
dans un autre ensemble. Donc si jamais il n'y avait pas eu ce projet politique et ce projet syndical, bien aujourd'hui, la CSTP appartiendrait non plus à ses militants et non plus aux syndiqués, mais aux historiens. Et je me rappellerai toujours que les conclusions du congrès, en fait, d'Infocom, CGT, et là c'était vraiment très drôle, quand Michel Bruno a fait les conclusions du congrès, constitutif d'Infocom, en fait, à la fin, il a fini par vive la Chantipot. Et vive la Chantipot. Tu représentes Infocom CGT. C'est la fraternité et tous ces camarades qui constituent ce syndicat et qui ont des valeurs sur lesquelles je me retrouve totalement, quoi. C'est aussi cette cohérence qu'a le syndicat du dire et du faire. C'est-à-dire, c'est bien joli de dire quand on touche à un, on touche à... Oui, d'accord. Mais concrètement, comment on le met en place? C'est un syndicalisme qui s'appuie sur les outils d'aujourd'hui. C'est un syndicat très actif, il y a pas mal d'initiatives qui se mettent en place. Intense et surtout valorisante. On tente même tellement de choses que parfois on est attaqué par le gouvernement. Ce gouvernement, comme d'autres. Sauf que là, on a un petit dictateur en chemise là, qui se croit pas une merde, mais ça, c'est autre chose. Voilà, ce qui prouve que quelque part ça porte ses fruits et que c'est réellement efficace. On a un syndicat qui est amené à prendre de l'ampleur et à prendre beaucoup d'écho. C'est un syndicat qui est très combatif. Les valeurs de justice, les valeurs de partage, les valeurs d'égalité, se sont aussi traduites de manière concrète. On se renouvelle tout le temps. On n'hésite pas à dire les choses, on s'engage vraiment. Toujours dans l'activité, dans l'action. Pour aider nos camarades qui sont syndiqués, qui aujourd'hui ont des souffrances terribles dans les entreprises. Des appels pour la paix, des appels contre le racisme, pour les femmes. Par rapport à l'avenir, c'est qu'on continue à être un syndicat combatif, un syndicat de lutte des classes. Ce qui est difficile, c'est aussi l'ouverture, qui est une très bonne chose. Parfois, ça peut être compliqué, ça peut susciter des peurs, donc c'est un peu ça, c'est un peu le défi, quoi. Il ne faut pas rater cette marche-là. Quelle que soit l'évolution du syndicat, ses principes et ses valeurs sont intemporels. Aujourd'hui, on est là, voilà. Maintenant, on est dans une autre étape, une étape d'ouverture. C'est extrêmement réjouissant de se dire qu'on a l'impression d'être à la place où on devrait être en tant que syndicat. Notamment la caisse de grève, notamment les affiches. C'est une manière très forte de vraiment de s'impliquer, pas juste d'enfiler le petit truc du syndicat militant, non. Donc merci Infocom CGT. À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui, ce n'est pas de l'eau de rivière, encore moins de celle du puits. À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. Pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. Honneur à la vieille dame, la CSTP. Vive Infocom CGT, vive la CGT. Bon. Alors, pour poser la question, alors vous imaginez bien qu'officiellement, le débat porte sur 180 ans. 180 ans de lutte, on ne va pas faire une chronologie, on va se poser une question stratégique. Ça, c'est la CGT. Rouge, la CGT. C'est la commission des grèves et de la grève générale. Comme quoi Maurice Lourdes n'avait rien inventé. La commission des grèves et de la grève générale, et ça remonte au deuxième congrès de la CGT, juste après Montpellier, 1903. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit que la CGT a jamais appelé ou a jamais préparé ou a jamais été pour la grève générale, c'est que les bibliothèques sont légèrement vides. Ça, c'est disponible sur les archives de la Bibliothèque nationale, gratuitement. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette brochure?
au prix de 10 centimes, je crois. Alors, elle dit la chose suivante. Vous allez voir qu'on est dans le débat. On est exactement dans le débat. Je vous lis simplement l'introduction. Dans les circonstances actuelles, si on se borne à limiter les hypothèses aux possibilités réalisables dans le milieu présent, la grève générale révolutionnaire apparaît comme l'unique et seul efficace moyen pour la classe ouvrière de s'émanciper intégralement du joug capitaliste et gouvernemental. Putain, c'était les gauchos à l'époque. Et alors, quand on parle de syndicalistes révolutionnaires ou d'anarcho-syndicalistes, on parle de ça. La CGT de 1903, elle a été créée officiellement en 1895, mais son premier congrès réel en prise avec les larges masses, c'est le congrès de Montpellier. Et elle met en place une préparation de la grève générale. Deuxième remarque, la grève générale, même restreinte à la conquête d'amélioration de détail, amélioration de détail, de salaire, emploi, sécurité sociale, et pour les travailleurs, parce qu'elle est une arme économique autrement féconde en heureux résultats que les efforts tentés par les voies parlementaires pour acculer le pouvoir public à une intervention favorable aux exploités, etc. Voilà, nous allons préparer la grève générale. Ça, c'est ce qui a été voté par le congrès de Montpellier de 1902, et ils mettent en place la structure pour le faire. Ça, c'est notre matrice fondamentale. Est-ce que ça, c'est à classer aux archives? Est-ce que la grève a un sens? Le blocage de l'économie a un sens? Une perspective d'émancipation a un sens? Ou bien nous devons nous contenter de manifestations de rue? Vous savez qu'aujourd'hui, qui manifestent dans la rue? Les tauliers, le MEDEF, les singes, parce qu'ils veulent absolument, avec leurs homologues italiens, sauver le projet du Lyon-Turin. Tout le monde va dans la rue. Les apothicaires, les pharmaciens, même les flics, quand ils ne sont pas contents, tout le monde va dans la rue. Est-ce que la forte grève a encore un sens? Et est-ce que nos origines syndicalistes révolutionnaires sont là juste pour les commémos, histoire de se faire du bien entre nous, ou bien est-ce que ça a un sens d'avenir? C'est la question que je pose, évidemment, à un expert de la question, Stéphane Siro, si tu veux bien commencer cette discussion-là. Après, nous aborderons, mais je tenais à ce qu'on prenne d'abord comme point d'appui notre histoire. Note pas l'actualité immédiate, notre histoire, ça va finir. Stéphane, je t'en prie à toi. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore croisés. Alors, moi je suis plus historien que sociologue, donc je ne lis pas forcément l'avenir, mais comme chacun sait, à partir des enseignements du passé, comme dirait l'autre, on peut éventuellement en tirer des enseignements pour l'action du présent et celle à construire. En partant peut-être de l'intitulé du débat d'aujourd'hui, hein, qui est, je le rappelle, quelle lutte sociale pour changer la vie, qu'on pourrait peut-être d'emblée transformer en une autre question, à savoir, dans le cas français en tout cas, peut-on changer la vie sans lutte sociale? Et la réponse, évidemment, si on veut synthétiser les choses, elle est évidemment plutôt non. Alors, ça ne veut pas dire qu'ici ou là, dans certaines professions, dans certains cas, la négociation collective n'a pas pu apporter un certain nombre d'avancées sociales, sectoriellement parlant, mais d'ailleurs, de toute façon, systématiquement accompagnées d'un rapport de force, de mobilisation, de lutte, de grève. Et je dirais que si on essaie de faire un panorama historique rapide, au fond, le mouvement ouvrier français, c'est pas forcément lui qui, au départ, l'a voulu, cette situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'est trouvé confronté d'emblée, à partir de la Révolution française, sans remonter au calendrier grec, il s'est trouvé confronté à un pouvoir politique et à un patronat qui, au pire, passait son temps, ou l'essentiel de son temps, à le réprimer, ou au mieux, le considérait comme un supplétif éventuel. La répression, c'est la fameuse loi Le Chapelier de 1791 que renforcera la législation napoléonienne qui interdit donc ce qu'on appelait à l'époque les coalitions, c'est-à-dire les grèves et les organisations syndicales, que les patrons d'ailleurs utiliseront très souvent
Ça suffira d'ailleurs assez souvent à mettre fin à certaines mobilisations. Il suffisait d'un rappel à la loi pour convaincre les ouvriers de rentrer en droit chemin, en quelque sorte. En faire des supplétifs, l'exemple, c'est la loi de 1884 qui va légaliser les organisations syndicales, et qui les légalise à l'époque, avec d'ailleurs une résonance des débats extrêmement contemporaine, on se croirait presque en 2019, en les légalisant pour en faire uniquement des instruments qui éventuellement seraient, alors bien sûr, totalement déconnectés du champ politique. Il s'agit de les cantonner exclusivement aux questions professionnelles. On a toujours eu très peur chez les Républicains de voir les organisations syndicales s'immiscer dans le domaine politique. Et donc, ces débats se concluent en accordant difficilement, ils vont durer 8 ans, en accordant une existence légale aux syndicats, mais encore une fois, à la condition, d'une part, qu'ils ne fassent pas de politique, et d'autre part, qu'ils servent à tempérer les ardeurs ouvrières. C'était ça qui ressortait des débats. Vous verrez, c'est ce que disaient ceux qui voulaient convaincre, les Jules Ferry et d'autres, vous verrez, si on légalise les syndicats, ils vont nous aider au fond, parce que ce sont les plus intelligents de leur corporation, n'hésitons pas à dire d'ailleurs à l'époque, ils vont réussir à convaincre leurs homologues que finalement il faut être raisonnable, que le monde est complexe, c'est un argument qu'on utilise déjà d'ailleurs beaucoup à l'époque, et qu'il ne suffit pas de réfléchir au fond, pour résumer en termes de lutte des classes, ça serait trop simple, bien évidemment, et grâce à eux, les grèves vont devenir de moins en moins nombreuses, de plus en plus pacifiques, et le syndicalisme va devenir la béquille de la généralité que pense représenter l'appareil d'État, et va offrir cette tranquillité que recherche le patronat. Sauf que, évidemment, les premières expériences républicaines, notamment, puisque dans un premier temps, c'est vers la République que vont se tourner les espoirs ouvriers, ils vont être vite déçus. Les premières républiques, 1848, en février, on crée les ateliers nationaux pour occuper les chômeurs, et en juin, on massacre les ouvriers sur les barricades. En 1870 est proclamée la troisième. Un an plus tard, elle fait fusiller des dizaines de milliers, enfin des milliers de communards. Ou déporter certains d'entre eux, on l'a vu tout à l'heure avec Jean Alban. Et donc c'est pour ça que je disais que dans un premier temps, au fond, le mouvement ouvrier les conduit à constater que nous sommes dans une société où la domination est telle que l'appareil d'État, le patronat, ne sont pas du tout prêts à s'engager dans d'éventuels processus de concertation, comme a pu le croire une frange du mouvement ouvrier dans un premier temps, mais qu'au contraire, la fonction prioritaire de l'ordre dominant, qu'il soit économique ou politique, serait systématiquement, dès lors que la cause sociale, la cause ouvrière chercherait à progresser, de systématiquement l'entraver et, si nécessaire, de faire usage contre elle de la force, ou plus tard, du droit. Je reviendrai sur cette question brièvement. Et donc, en effet, va se construire une CGT, comme l'a dit Jean, sur des valeurs qui sont celles de la lutte des classes, qui sont celles du syndicalisme révolutionnaire, qui sont celles de la grève générale, à forte intensité politique, j'y reviendrai également. Mais pour revenir à ma question, est-ce qu'on peut avoir du changement sans lutte? Si on réfléchit sur un plan global et national, la réponse est simple. Si on prend le XXe siècle, quels sont les moments où, dans notre histoire, nous avons pu assister à des avancées sociales, des conquêtes sociales significatives? Je vais en faire une liste relativement courte, malgré tout. Je prends une première période, 1906-1919. 1906-1919, où sont conquises des avancées en matière de temps de travail en particulier. Mais comment, à partir du 1er mai 1906, sous la menace d'une grève généralisée pour obtenir les 8 heures de travail, qui seront finalement mises dans la loi en 1919, les 8 heures, 6 jours par semaine, ce qui à l'époque pouvait être considéré comme une avancée sociale, et qui sont mises dans la loi parce qu'en 1919-1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a des mouvements sociaux massifs, il y a une révolution en Russie qui inquiète également l'ordre dominant, donc il a peur. Voilà, 1906-1919, il y a une première grande peur de cet ordre dominant face à une CGT, d'abord syndicaliste révolutionnaire, puis ensuite plus partagée après la Première Guerre mondiale, mais qui reste quand même globalement campée sur des attitudes de rapport de force et de lutte des classes. À un moment d'ailleurs, je le rappelle, en 1906,
la CGT compte, enfin la Confédération compte 3 permanents et aucun élu. Alors je ne veux pas dire par là que bien sûr il ne s'agit pas d'avoir des permanents dans le champ syndical ni d'avoir des élus, mais je veux au moins dire par là que cela ne suffit pas. Et on voit d'expérience que ce qui se passe depuis 30 ou 40 ans avec l'instauration des processus dits de dialogue social, cette professionnalisation du syndicalisme qui entoure ces processus, cette multiplication des instances représentatives, des élus, bien, quand on fait le bilan de ce que ces processus-là ont obtenu en matière de conquête, et quand je suis contredit sur ces questions-là dans des débats publics, c'est toujours la réponse que je donne, faites un tableau. Faites un tableau très simple, à 2 colonnes. Première colonne, vous mettez ce qu'ont obtenu les syndicalistes révolutionnaires sous la menace de la grève générale, qui ne le feront jamais d'ailleurs au sens politique du terme, mais peu importe, j'y reviendrai aussi. Dans cette colonne, vous mettez ce qu'ils ont obtenu eux, en faisant peur finalement. Et ce que de l'autre, le syndicalisme, le dialogue social a obtenu depuis 1982, c'est assez simple. D'un côté, je peux, si vous le souhaitez, remplir les colonnes du tableau. De l'autre côté, j'en serais bien incapable. Deuxième moment de conquête et d'avancée majeure, c'est le Front populaire, c'est 1936. Bon, les congés payés, les 40 heures, la hiérarchie des normes aussi, le principe de faveur, qui sont aussi installés avant d'être déconstruits justement depuis les années 80. C'est une conquête obtenue par une mobilisation sociale de millions de grévistes et 12 000 établissements en grève. Occupation des usines. Troisième temps, 45-46. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de grève, mais qu'est-ce que la résistance sinon un grand mouvement social? Et qu'est-ce que 1945 sinon une CGT qui représente à l'époque 50% du monde du travail, puisque c'est le taux de syndicalisation, bref certes, mais c'est en tout cas ce panorama-là, et un parti communiste qui rassemble en gros un électeur sur 4. Donc on a encore une grande peur qui a été instaurée donc par, encore une fois, ce mouvement social qui est la résistance et par les conséquences qu'il a induites, c'est-à-dire le renforcement du syndicalisme de lutte de classe et d'un parti politique qui se déclare alors en rupture avec la société telle qu'elle est. On peut encore ajouter comme moment évidemment classique 68, bon, 8, 9 millions de grévistes, de nouveau des occupations d'ailleurs, communiste toujours à 20-22%, il faut le rappeler aussi, donc une nouvelle grande peur. Et j'en veux pour preuve le simple fait d'ailleurs que cette grande peur va elle aussi être le produit de conquêtes sociales majeures en dehors de ce qui a pu se dire ou s'écrire autour des accords de relevé de conclusion de Grenelle. Des économistes m'ont montré, on parle des 30 glorieuses, mais les 30 glorieuses entre 1950 et 1968 sont une période au cours de laquelle les inégalités continuent, alors elles ne croissent pas, mais se réduisent de façon extrêmement lente, où l'augmentation des salaires reste très relative, la rupture c'est 68. Et on a au contraire, pendant toute une période, celle qui suit 68, suite à cette nouvelle grande peur, entre 68 et 83, tournant de la rigueur, on assiste, les études de Piketty par exemple le montrent, on assiste au contraire à une longue phase, pendant 15 ans, de réduction des inégalités en France telle qu'on n'en a jamais connu, d'augmentation des salaires et notamment du SMIC telle qu'on n'en a jamais connu. Mais pourquoi? Parce que là encore, c'est le résultat d'une lutte, d'un rapport de force, d'une lutte des classes assumée. Je prendrai un dernier moment, alors moins offensif celui-là, mais au fond, transgressif également, j'y reviendrai, mais la lutte de 95, qui est le dernier grand échec au plan national face à un mouvement mené par le monde du travail et les syndicats. Je mettrai à part le CPE parce que pour moi, le CPE n'est pas une victoire syndicale, c'est avant tout un mouvement de jeunesse, de lycéens, d'étudiants, certes encadré par les syndicats, mais on ne peut pas considérer, à mon sens, qu'il s'agisse d'inclure cette victoire-là dans la chronologie que je suis en train de faire. La dernière qui soit stricto sensu une victoire nationale et syndicale du monde du travail, c'est 95. Et de fait, il me semble que c'est d'ailleurs aussi le dernier grand mouvement d'ampleur nationale qui se soit fait au travers de grèves reconductibles, accompagnées de blocages, d'une paralysie de l'économie française, et donc, si on veut là aussi synthétiser, d'une lutte des classes assumée.
même si d'ailleurs à l'époque le vocable lui-même tend à être moins utilisé. Et dans tout ça, on a les mêmes ingrédients au fond. Dans tout ça, on a les mêmes ingrédients. Et en particulier deux d'entre eux, qui me semblent des ingrédients absolument majeurs. Le premier, c'est la capacité de transgression. La capacité de transgression du mouvement syndical, des militants, des salariés en lutte. Rien n'a jamais été obtenu dans notre pays sans, à un moment donné, transgresser les normes, transgresser les lois, transgresser les règles. Mais pour une raison très simple. Les normes, les lois, les règles, elles sont certes le résultat, elles aussi, d'une certaine manière, d'un rapport de force et de l'état de la société. Mais qui les fabrique, en premier lieu? Qui les construit? Qui construit l'appareil législatif, l'appareil juridique? Mais c'est l'appareil d'État, c'est l'ordre dominant. Et il est bien évident que ces lois, ces normes et ces contraintes, il les construit de manière à enserrer les mouvements sociaux dans une logique qui n'est pas une logique d'émancipation, qui n'est pas une logique de rupture, qui n'est pas une logique de construction d'un autre monde, mais au contraire, dans une logique qui fasse que le champ syndical, le champ de la contestation, demeure enserré dans les règles qu'a définies pour lui l'ordre dominant. Et à partir du moment où le syndicalisme lui-même, ce qui me semble être assez largement le cas depuis maintenant quelques décennies, au moins depuis un bon quart de siècle, dès lors que le mouvement syndical lui-même se laisse enfermer dans ces logiques-là, il est contraint, il est prisonnier. Et parvenir à des conquêtes sociales majeures en insérant son action et en la limitant au cadre légal, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans notre pays en tous les cas, et qui a longtemps été assumé par le mouvement syndical, qui, au fond, se vivait comme une espèce d'instrument capable de construire une sorte d'écosystème autonome, de former une espèce de contre-société qui agit selon ses propres règles, qui ne s'interdit pas d'utiliser celles de la bourgeoisie s'il estime qu'à un moment donné, ou que certaines d'entre elles peuvent lui être utiles, peuvent être instrumentalisées au profit du monde du travail, mais qui, dans le cas contraire, estime qu'il est de son intérêt et même de son devoir de transgresser les règles pour faire avancer les droits du monde du travail. Je repense toujours à ce débat au sein de la CGT syndicaliste révolutionnaire, après le vote de la loi de 1884. Je partageais d'ailleurs les syndicalistes à l'époque qui disaient c'est une loi qui veut nous surveiller, parce qu'il fallait déclarer les statuts, ceux qui étaient trésoriers, secrétaires, etc. Donc certains disaient on va se conformer à la loi, et d'autres disaient au contraire non, nous on va continuer d'exister, mais en dehors de la loi. Et il y a eu un débat dans la CGT au début du XXe siècle là-dessus, parce que 20 ans après la loi, pas mal de syndicats de la CGT ne s'étaient toujours pas conformés à cette loi. Et donc, en pure théorie, il n'avait pas d'existence légale. Et il y a un débat lors d'un des congrès de la CGT de cette époque, ça doit être celui de, je ne sais plus si c'est celui de 1904, en bref, c'est dans ces eaux-là, le secrétaire général de l'époque, Victor Griffel, doit monter à la tribune, parce que l'Union des syndicats de la Seine a demandé à ce que les syndicats qui ne se soient pas conformés aux règles ne soient plus admis dans la CGT, estimant qu'au fond, voilà, il mettait en danger l'existence de la CGT, puisqu'ils étaient hors la loi, et par ricochet, la CGT elle-même le devenait. Et là, Griffel est obligé de monter à la tribune. Et qu'est-ce qu'il dit, Griffel? Il dit ceci: les syndicats de la CGT qui veulent se conformer à la loi s'ils estiment que c'est de leur intérêt, qu'ils le fassent. Ceux qui ne le veulent pas, qui ne le fassent pas. Nous, notre rôle, en tant que confédération syndicale qui défend les travailleurs et qui lutte pour l'émancipation, ce n'est pas de se conformer à la loi qui nous est imposée. Nous, on en fait ce que l'on veut de cette loi. Et on n'en fait rien si on décide de ne rien faire. Et on agit selon nos propres règles, nos propres normes. Le deuxième ingrédient qui a systématiquement existé lors de ces grands moments de conquête sociale, c'est la capacité du syndicalisme à faire de la politique, à produire de la politique. Alors, de différentes manières. Soit cette intensité de son rapport au champ politique, il l'exerçait par lui-même, de manière autonome. C'est la grande époque du syndicalisme révolutionnaire, au travers de ce projet, en effet, de grève générale qui va faire tomber le syndicalisme et qui va permettre de construire une autre société. Et d'ailleurs, le seul syndicalisme dans le monde où deux des dirigeants de la CGT de l'époque, à savoir Émile Pouget, qui était le numéro 2, et Émile Patot, qui était le dirigeant du syndicat des électriciens parisiens, ont écrit un livre qui s'appelle « Comment on fera la révolution ».
Vous n'avez l'équivalent dans aucun autre pays et dans aucun autre syndicalisme, nulle part dans le monde. Si vous en trouvez, vous ferez signe, parce que pour ma part, j'en ai jamais trouvé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils décrivent comment va se faire la révolution, il y a de la grève générale, comment les syndicats vont ensuite organiser par eux-mêmes ce monde de demain, etc. Et qui d'ailleurs est une forme de transgression en soi, et qui est ressenti comme une menace par l'ordre dominant. Parce qu'au fond, c'est ça le rôle prioritaire que donne, à mon sens, ce syndicalisme révolutionnaire à cette façon de faire de la politique. Cette façon de faire de la politique, c'est d'abord une façon de faire peur à l'appareil d'État, à ceux qui dominent. Et peu importe si on ne la fait pas. Peu importe si on ne la fait pas, parce que de toute façon, ça sert à quelque chose. Soit ça servira en effet dans le temps présent à obtenir des améliorations substantielles, parce que la peur qui sera induite vis-à-vis de l'ordre dominant fera que celui-ci sera contraint pour se rassurer de nous accorder un certain nombre d'avancées majeures. Et par ailleurs, c'est aussi, disent-ils, l'écrivent, c'est aussi une façon pour nous de ne pas nous laisser enfermer dans les logiques de cet ordre dominant, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire de ne pas se laisser enfermer dans les règles et les normes qu'il établit pour nous. Et donc, au fond, en résumé, de ne pas se laisser institutionnaliser. Ils le disent quasiment comme ça. On a des extraits de la bataille syndicaliste de l'époque, des organes de la CGT, où il y a notamment un texte formidable où l'auteur, et c'est Émile Pouget en l'occurrence, dit « Mais cette grève générale, cette révolution, je pense qu'on ne la fera pas. Voilà, c'est pas nous qui la ferons. Mais peu importe. Peu importe pourquoi. D'une part, parce que de toute manière, on doit se concevoir comme des passeurs. Voilà. On est dans la chaîne du temps. Et dans cette chaîne du temps, on est l'un des maillons. Et il faut qu'on laisse à ceux qui continueront cette chaîne un héritage qui pourront faire fructifier. La grève générale en fait partie. Notre capacité à produire de la politique en fait partie. Et par ailleurs, ça n'est pas grave, parce que cette capacité que nous avons à nous construire un horizon pour nous, un horizon autonome, qui fait que on est content d'avoir du beefsteak dans notre assiette tous les jours, mais c'est pas ça qui fait vivre les hommes seulement. Il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi la perspective d'un avenir meilleur pour soi-même, pour ses enfants. Et c'est ça qu'on propose au travers de la grève générale. Et c'est cet horizon que l'on propose, qui peut-être n'arrivera jamais, mais en tout cas qu'on assume, qui fait qu'on ne se laissera pas gagner par les logiques du capitalisme. Les logiques dans lesquelles il cherche absolument à réduire notre action. C'est un pare-feu. Il me semble-t-il, ce pare-feu, il a été plutôt globalement efficace, même si au fil du temps, on a pu voir s'effilocher cette forme de syndicalisme. Mais on sait très bien que ce syndicalisme-là demeure un socle fondamental de non seulement de notre histoire syndicale, mais plus largement et plus en profondeur des valeurs à partir desquelles il s'est construit, même s'il ne se revendiquait plus, après la Première Guerre mondiale, stricto sensu, de ce syndicalisme révolutionnaire. Capacité aussi à faire de la politique autrement par la suite, éventuellement en association. En association avec un parti qui lui-même pense pouvoir transgresser les règles, pense peut-être pouvoir aider à l'instauration d'une autre société. Mais c'est faire de la politique aussi. Entre les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, où la CGT eut l'entre-deux-guerres, et jusqu'aux années 60-70, on assume dans une large partie du champ syndical, pas seulement de la CGT, parce qu'il n'y a pas qu'elle qui fait de la politique, tous les syndicats en font, à cette époque en tout cas, et me semble-t-il, ils continuent à en faire, mais un peu comme M. Jourdain pour certains, ils en font mais ils prétendent le contraire, en tout cas ils ne le savent pas, mais toujours est-il qu'on l'assume pleinement. Voilà, on continue à être transgressif, on continue à faire de la politique. Mais en 95 aussi, l'ingrédient politique, il existe, mais il existe autrement. Il a existé par la capacité de la CGT en particulier à porter dans la société, à l'époque, un débat sur le libéralisme, sur le monde qu'on est en train de construire alors. Hein, vous vous souvenez de Bourdieu, même qui allait dans des assemblées générales de grève. Enfin, bref, on discutait de la grève, mais on discutait aussi du sens à donner au monde, du sens à donner à la société. C'est ça aussi, faire de la politique. Donc peu importe quelle qu'en soit la forme, au fond, que ce soit de cette façon-là, que ce soit par des systèmes d'association, ou que ce soit de façon autonome. L'important, c'est d'en faire, et d'assumer d'en faire. Sinon, c'est les autres qui la font.
C'est aussi simple que ça, et c'est ce qu'ont longtemps compris les organisations syndicales. Il est bien évident que la chronologie, elle va s'arrêter à 95, parce que de fait, je le disais, ça fait un bon quart de siècle que ces capacités transgressives et cette façon assumée de faire de la politique se sont largement effilochées, voire se sont brisées. Et le résultat est là. Le résultat, il est notamment que d'autres aujourd'hui prétendent d'ailleurs porter la mobilisation sociale. Hein, vous voyez à qui je pense, on y reviendra sans doute, mais une des raisons, elle réside certainement dans cette espèce de paralysie induite pour le mouvement syndical par sa prise de distance vis-à-vis du politique. Quand je dis du politique, il n'y a pas simplement vis-à-vis d'un parti, mais plus largement vis-à-vis de la réflexion autour du sens à donner à la société, et une rupture portée aussi vis-à-vis de la société telle qu'elle est. Et également, donc, ce qui va de pair, c'est-à-dire cette capacité de transgression. Pourtant, pour en venir aux grèves aujourd'hui, l'intensité des luttes, à mon sens, n'a pas diminué. C'est ce que j'essaie de montrer dans la brochure qu'a fait voir tout à l'heure Jean. On ne cesse de claironner à chaque fois que tout le monde est statistique du ministère du Travail. Hein. J'ai le droit tous les ans d'ailleurs à la même chose, hein, 50 coups de fil de journalistes. Alors vous croyez que la grève ça existe encore, etc. Regardez les chiffres, il n'y a plus que 200 000 journées de grève, etc. Là, ça ne sert plus à rien. Bon. Là, quand on creuse un peu, le constat est tout autre. Quand on creuse un peu, alors on s'aperçoit d'abord que ces fameuses statistiques dont on nous rebat les oreilles, elles sont particulièrement mal faites aujourd'hui. Elles ne l'ont jamais été aussi mal. Hein, même à la fin du 19e siècle, on en faisait des meilleures. Je ne sais pas forcément d'ailleurs que ceux qui sont censés les produire, à savoir l'inspection du travail, ne veulent pas le faire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, comme dans d'autres administrations, ne peuvent pas faire leur travail parce qu'on les surcharge et on réduit leurs moyens. Bon, donc d'une part, ces statistiques ne veulent rien dire. Par ailleurs, le fameux critère qu'on utilise, les journées de grève non travaillées, enfin, les journées non travaillées, ça n'a pas de sens non plus parce que ça ne montre pas à quel point la lutte peut irriguer les rapports sociaux. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que les journées non travaillées nécessitent 24 heures. Or, il y a une forme de lutte qui a particulièrement monté au cours du dernier quart de siècle, ce sont les débrayages. Et donc, quand on entre un peu dans les détails, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que, et même d'ailleurs y compris si on ne prend que les statistiques, le nombre de journées non travaillées depuis le début des années 2000 est grosso modo le même que celui qu'on avait dans les années 60-70. C'est le même. Mais pourquoi ? Non, justement, parce qu'il n'y a pas de baisse d'intensité des luttes. Alors elles sont certes plus défensives qu'offensives aujourd'hui, pour diverses raisons, mais il n'y a pas de baisse d'intensité. Il y a une modification de la sociologie de la grève, en effet. La grève ouvrière, industrielle, classique, de plusieurs jours. Effectivement, c'est plus forcément celle-là. La grève a plutôt tendance à se tertiariser. La fonction publique, les entreprises publiques ont pris le relais de secteurs industriels qui ont été abandonnés, de fait. Et puis, les formes eux-mêmes, je le disais, de la mobilisation ont changé. C'est plus forcément, l'efficacité n'est plus forcément exprimée par des grèves de plusieurs jours dans un certain nombre de secteurs, mais elle peut tout à fait être exprimée par des arrêts de travail multiples, ici ou là, d'un quart d'heure, plusieurs fois dans la journée, une heure ou deux, on va désorganiser la production, on n'a pas besoin de faire grève pendant plusieurs jours, ça va être tout aussi efficace, et ça ne se lit d'ailleurs pas dans les statistiques. Parce que tous ces débrayages, ils n'ont pas d'existence statistique. Donc, de fait, il n'y a pas de baisse d'intensité des luttes. Bien au contraire, de multiples études du ministère du Travail le démontrent. Les fameuses enquêtes-réponses, vous connaissez peut-être, montrent bien que l'intensité et la conflictualité au sens large, elle est au moins aussi intense aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20, 30, 40 ans. Comme je le disais, donc elle a pris une autre forme, elle a pris une autre sociologie, et parfois la grève elle-même a été complétée par d'autres instruments, y compris parfois la judiciarisation des rapports de force, la judiciarisation des conflits, par des pétitions, des manifestations sur le lieu de travail, etc. Parfois de démonstrations qui ne s'accompagnent pas forcément stricto sensu d'un arrêt de la production, mais qui sont des manières de faire vivre la lutte et le rapport de force.
Donc c'est tout à fait erroné, ce serait tout à fait erroné, me semble-t-il, de la part du syndicalisme, et malheureusement c'est souvent ce qui se passe, je crois, chez certains, de se vivre en situation d'échec, en situation de défensive permanente. Ça n'est pas vrai. Les ingrédients de l'offensive existent. Maintenant, il faut savoir les identifier, il faut savoir les faire fructifier, et puis il faut savoir aussi, comme je le disais, faire de la politique transgressée. Sans quoi, le mouvement syndical est menacé de devenir résiduel. C'est cette menace qui est en train de construire ce mouvement des Gilets jaunes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris d'une certaine manière un héritage. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement des Gilets jaunes? C'est une transgression. Ben oui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font de la politique. Incroyable. Rendez-vous compte. Et l'addition des deux, ça veut dire, pour le pouvoir en face, bien j'ai peur à un moment donné. J'ai peur et donc je suis obligé de bouger. Hein, je fais semblant de débattre, je fais semblant de donner des milliards, mais au moins je me sens obligé de bouger, quoi qu'il en soit. Mais en face, c'est pas grave, on continue à transgresser, on continue à faire de la politique et on ne meurt pas. Et peut-être même qu'on va ressurgir encore plus fort. Sauf que tout ça se produit, on le voit bien aujourd'hui, malheureusement, en dehors de l'intervention du syndicalisme. Et ces Gilets jaunes ont fait quand même une triple démonstration qui, à mon sens, est à débattre au sein du champ syndical, dans lequel, personnellement, je crois, parce qu'il me semble que les organisations servent à quelque chose. Mais ces Gilets jaunes ont fait la démonstration, premièrement, qu'ils étaient capables d'exister sur l'ensemble du territoire en s'organisant de façon autonome, via, on l'a vu, les réseaux sociaux, mais ils sont organisés. Il y a des micro-organisations locales. Hein. Quelqu'un qui a une page Facebook, c'est un leader d'opinion, c'est un administrateur. Chaque page d'un réseau social a son administrateur, qui est lui-même un leader d'opinion. Donc, il y a une organisation. Et, sauf qu'aujourd'hui, il existe des moyens qui permettent de s'organiser d'une façon, en effet, différente, voire en dehors de ce qui apparaît, et c'est sans doute d'ailleurs un des effets collatéraux de la distanciation du champ syndical vis-à-vis du politique et de la transgression, en se mettant à l'écart de ce qui apparaît comme une espèce de vaste sphère des institutions. Et c'est aussi comme ça qu'apparaissent beaucoup aujourd'hui les confédérations syndicales. Quand vous regardez par exemple les fameux baromètres du CEPIPOF, les trois structures les plus rejetées, c'est les partis, les médias, les syndicats. C'est-à-dire, si vous faites l'addition des trois, ce qui paraît aux yeux de beaucoup, qui ne connaissent pas forcément les syndicats, pas d'ailleurs, mais peu importe, mais ce qui apparaît comme participant d'une espèce de vaste sphère institutionnelle, de vaste sphère du pouvoir, qui ne nous aidera donc pas, puisqu'elle participe des institutions et du pouvoir, et ne transgresse jamais, et d'ailleurs fait la démonstration depuis un quart de siècle que nationalement, elle ne parvient plus à faire bouger les lignes. Donc c'est pas par ce biais-là qu'on va agir. Et on a aujourd'hui les moyens de ne pas agir par ce biais-là de fait. Deuxième leçon qu'ils ont administrée, c'est celle de durer, de s'inscrire dans le temps de cette façon-là, ce qui était loin d'être une évidence. Et la troisième, c'est que, comme je le disais, ils se sont montrés également en capacité de faire bouger les lignes. Ce que nous n'avons pas réussi à faire, je dis nous parce que, encore une fois, je le disais, je crois aux organisations, je crois aussi à l'intérêt de la CGT et c'est un secret de polichinelle, je suis moi-même adhérent de la CGT, peu importe, même si j'interviens en tant qu'historien, j'assume le fait d'être adhérent de la CGT. Il me semble que, pour la CGT en particulier, parce que c'est quand même elle qui est placée en première ligne face à ces défis, ça n'est pas le CFDT, ça n'est pas un syndicalisme de lobbying qui peut se trouver interpellé par ces formes de mobilisation, ni un syndicalisme comme celui de la CFDT qui s'intéresse davantage aujourd'hui au sauvetage des espèces en voie de disparition, aux questions du travail. Donc, c'est la CGT qui est interrogée par tout ça. Et il me semble qu'elle a tout à fait intérêt à porter ces débats-là. Et en portant ces débats-là, c'est-à-dire en essayant d'analyser ce qui s'est passé au travers de ce mouvement des Gilets jaunes, en essayant de comprendre les implications que peut avoir ce mouvement, de s'interroger aussi, par la même occasion, sur toutes ces questions qu'on évoquait, c'est-à-dire son rapport à la transgression, son rapport aux politiques, son rapport à sa capacité de bâtir par elle-même un monde meilleur. Bon, les enfants... On a compris que Stéphane n'engendrait pas la mélancolie et n'était pas non plus, pas plus que nous, dans la déprime. Le temps de peut-être vous passer la parole.
ne peux pas m'empêcher de penser ce 6 avril exactement à une dame. Le temps que vous basculiez, vous savez qui c'est cette dame, le 6 avril? Madame Jean Jaurès. Parce que le 6 avril, il y a une manifestation, il y a exactement 100 ans, où Madame Jaurès reçoit le soutien des organisations syndicales et des intellectuels, parce qu'elle a été condamnée par la justice à payer les frais de justice de l'assassin de Jean Jaurès, Raoul Villain. Raoul Villain a été assassiné, a été acquitté par un tribunal, et le 6 avril, c'est la première manifestation après 14-18. C'est pour protester contre l'acquittement de Jean Jaurès, et d'ailleurs, cet affreux bonhomme sera chassé de son Raoul Villain, pardon, sera chassé de la ville où il s'est réfugié au Auxerre par les syndicats CGT. Il sera expulsé, il sera forcé de s'exiler à Ibiza. Comme quoi l'impunité des assassins est quelque chose d'inscrit dans l'histoire. C'était juste pour vous laisser le temps de vous inscrire. Je vous en prie, à vous la parole. Dès que vous la demandez, vous l'aurez. François. On va être révolutionnaire, c'est bien. Non, je veux juste revenir sur l'exposé qu'il fait, et ça nous donne un cap, hein, parce que par rapport au positionnement du futur congrès, hein, on est carrément sur tout l'historique que tu viens de faire, c'est-à-dire que on ne veut pas lâcher l'affaire, c'est-à-dire que pour nous, on va considérer que la Confédération d'aujourd'hui, et là je pèse mes mots, hein, elle n'est plus dans les clous. Elle est rentrée, pour moi, elle va rentrer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réaction sur ce prochain congrès, au moins, comme tu le disais, on ne veut pas rentrer dans le système. On fera ce qu'on voudra, nous, syndicats, comme CGT. On vous alerte qu'on n'entend pas continuer comme ça. Mais si vous décidez, nous, on décidera aussi au niveau du syndicat. Deux choses. Tu as parlé de 95. Moi, pour moi, 95, il y a eu un acquis en 95, mais dans le transport. C'est la grève des cheminots. Et c'est ça que j'ai regretté, moi, en 95. C'est qu'il n'y a pas eu grève générale. Il n'y a pas eu... Déjà, on avait une faiblesse. On était toujours dans le corporatisme. Ils avaient la force de frappe. Là, ils avaient le rapport de force. On arrête les transports, ben là, on est comme des couillons. Donc là, c'est ce qu'on a connu. Nous, on parle des 180 ans. Quand nous, on était 70 typographes et qu'on arrêtait de travailler, il n'y a rien qui sortait. Et quand on a commencé à détourner, à nous affaiblir dans les ateliers, après c'était les rotativistes ou la distribution. Mais tout ça, c'est un affaiblissement, et on le voyait au fur et à mesure. Et la grève générale, je rappelle que dans nos combats de la loi travail, les militants qui étaient présents demandaient la grève générale, les militants de la CGT. Quand est-ce que là-haut, ils vont se décider à faire la grève générale par rapport à l'attaque que nous mène ce gouvernement, et puis le MEDEF, par cette fameuse loi travail, El Khomri, Macron, les ordonnances, et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, c'est un manque. On voit bien qu'aujourd'hui, les grèves dans les entreprises, oui, on peut menacer, mais c'est très difficile, puisque les salariés ont changé, les salariés ont évolué aussi, mais il y a toujours le soi, le moi. Moi, oui, c'est bien ce que vous faites, vous les syndicats ou les militants dans l'entreprise, mais moi, je regarde ça de loin, commencer, on verra. Et nous dire à un moment, dans les entreprises, c'est ce qu'avait dit la Confédération à un moment, commencez des luttes et nous, on viendra vous aider. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est qu'à un moment, on appelle nous à une grève générale, c'est-à-dire que même nous, dans notre syndicat, on a appelé à la grève générale, c'est-à-dire qu'on est prêt, on est remonté, on est prêt à y aller. Et il y a un moment, ce relais-là ne se fait pas à l'ensemble des fédérations, justement. Et ça, c'est le rôle de la Confédération, de dire à un moment, aux fédérations, on se réunit et on appelle à la grève générale, parce qu'apparemment, ça remonte. Mais c'est jamais remonté. Donc voilà, je voulais faire un petit peu pour moi, ce qui est important maintenant dans notre avenir, c'est comment on active cette grève générale, et je le dirais même dans nos professions, puisqu'on n'y arrivera pas au niveau national, on espère que ça arrivera. Parce que je pense que là, on parlait des retraites, et là, je pense que ce sera si on n'obtient pas une grève générale sur les retraites, on aura perdu la bataille. Par contre,
nous, syndicats, on mènera la lutte. Mais on va mener la lutte au niveau de nos institutions, au niveau de nos professions. Et il va falloir que nous, on mobilise déjà nos adhérents dans les entreprises. Ça sera difficile, mais on le fera. Je pense qu'il faut le faire. Mais là, il ne faudra pas il y a une manifestation, on a un appel à grève générale, enfin dans nos professions, dans nos syndicats, mais il faut que notre syndicat dise à tout le monde, ce jour-là, nous serons en grève, personne ne travaille. C'est ça la menace. Il faut qu'on en revienne aux bases. Et après, on verra bien comment ça suit, puisque par rapport au congrès et aux documents que j'ai lus, qu'on présentera, les amendements, d'autres syndicats CGT hors de nos corporations commencent à y répondre présent. Et ça change la donne. Ça donne espoir. Merci François. Vous voulez pas je fais ta tête? Ah, je t'en prie. Oui, Elio. Bonjour. On parlait des mots, des déclarations et de la brochure de la création. Et les mots sont très importants, d'ailleurs j'insiste beaucoup dans mes interventions quand je peux les faire. Dans le type de littérature qu'il y avait à l'époque, on parlait beaucoup et les ouvriers se définissaient comme société civile. Et justement, on a perdu cette notion-là dans nos revendications. Et résultat, il y a Macron, il a embauché dans ce gouvernement des personnes de la société civile. Donc en fin de compte, pour le syndicalisme des peuples, nous étions la société civile face aux bourgeois, à l'armée et à l'Église. Voilà. Donc en fin de compte, c'est une revendication des mots, et la revendication de la société civile, et le combat que l'on mène, c'est un combat de la société civile. Merci mon camarade. Quelqu'un d'autre? Je t'en prie, Fabien, vous en tête les échos. Bonjour, Fabien. Alors je vais faire une petite intervention grand écart. Alors d'abord remercier pour cet exposé que je trouve qui vraiment éclaire en profondeur l'histoire et nos questions contemporaines, qui donne de la profondeur à notre réflexion. Alors juste un petit détail quand même à propos de Pouget qui écrit Vers la Révolution. Je voudrais quand même rappeler la CNT de 1936 en Espagne, comme syndicat révolutionnaire conséquent. Petit rappel historique quand même pour l'Espagne. Et donc ça c'est une chose. Et l'autre chose, alors c'est un peu, comment dire, partir un peu comme il existe une théologie négative, ça serait de partir sur le négatif, qui serait pourquoi en Allemagne et dans les pays scandinaves, la cogestion fonctionne. Fonctionne, en tout cas ils ont des résultats. Et pourquoi, du coup, moi je suis d'accord avec le fait que, effectivement, en France, ça a toujours été obtenu par la transgression, par la lutte des classes, mais peut-être faut-il se poser la question de pourquoi ou comment ça peut fonctionner ailleurs, et pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici, pour avoir une réponse, parce qu'évidemment, quand même, quand on part sur la transgression, sur la lutte des classes, on engage quand même des choses assez lourdes, assez frontales, qui, encore une fois, de mon point de vue, sont justifiées en France, mais il serait peut-être bon de voir aussi pourquoi chez les autres ça marche, en tout cas avoir un éclairage là-dessus. Merci. Non? Quelqu'un? Sinon, je passe la parole à Romain. Romain, je t'en prie. Je voulais dire un mot. Oui, mais c'est un petit peu hors sujet. Vas-y, je t'en prie, Claude. C'est un petit peu hors sujet. Et c'est en rapport avec la formation et le débat sur les écoles professionnelles. Oui, je voudrais parler de la revue Graphée, parce que je fais partie de l'association Graphée. Donc, je voudrais rappeler l'historique de cette revue
qui parle de la typographie. Donc j'ai amené des anciens numéros. Ça a commencé en 1903, dans cette même maison. La Chambre Thibault a lancé un atelier avec des cours de promotion sociale pour les jeunes typos parisiens et les plus âgés, éventuellement. Et on venait s'y perfectionner, et beaucoup des gens de notre génération ils sont encore venus, avec des professeurs qui ont laissé des traces dans les esprits de tous, parce que c'était un niveau de formation qui était très élevé et qui permettait d'avoir des professionnels de haut niveau. Donc, un an après, en 1904, la Chambre Thibault a lancé un bulletin des cours de la Chambre Thibault. Et ce bulletin, donc moi j'en ai pas amené d'exemplaire, est devenu, au long des années, est devenu graphé, puisque c'était peut-être un peu gênant comme titre, le bulletin des cours de la Chambre Thibault. Donc c'est devenu graphé, qui est une déesse grecque parmi les déesses qui parlaient de l'art. Et donc graphé sous cette formule, d'ailleurs il y a un numéro qui parle de la grève des typos de 1862, qui a été extrêmement marquante dans le monde du travail. Et puis il y avait énormément de choses, et il y avait surtout des choses sur les techniques, l'évolution des techniques, et puis la vie de la profession. Surtout tout ce qui était imprimerie, tous les corps de métier. Ensuite, cette revue s'est arrêtée faute d'abonnés. Et on a relancé Graphé sous une nouvelle formule en 1991, quand il s'est agi de lancer une pétition pour sauver les poinçons du cabinet des poinçons de l'Imprimerie nationale, qui est devenu depuis un monument historique, le plus petit monument historique de France. Et donc cette revue est devenue trimestrielle. Elle est maintenant éditée par une association indépendante du syndicat. Ça a été lancé à l'origine par le secrétariat de la Chambre Thibault, et puis relayé par tout un tas d'intellectuels qui ont défendu effectivement ce trésor national unique au monde, les poinçons de Claude Garamond, commandé par François Ier. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à visiter le cabinet des poinçons à l'Imprimerie nationale, près de Lille, ça vaut le coup de voir. Et donc, on fait cette publication, je l'ai dit, 4 fois par an, et les statuts de l'association, c'est la défense de l'art typographique et de la langue française. On est une association avec tout ce qui concerne la langue française. Donc j'ai amené des numéros, s'il y en a qui sont intéressés. On a un site internet qui s'appelle typo-graph, sans accent.com. On peut s'abonner, on peut acheter des numéros, etc. Pour ceux qui sont intéressés par l'art typographique et en général, et donc on traite un peu tout ce qui est imprimé, quel que soit le support. Et je voulais en parler parce qu'on n'est pas très connu parmi la jeune génération. Donc c'est un petit peu hors sujet, mais c'est quand même lié à ce passé de la Chambre Thibault. Merci de m'avoir écouté. Merci Claude. Romain. C'est aussi l'occasion de ce jour de rappeler, promouvoir, faire un travail d'introspection. Ce qui est intéressant dans ce que dit Stéphane, pour beaucoup des militants qui sont là, c'est que finalement quand on l'écoute, on se dit que sur beaucoup d'aspects, c'est quand même, ça correspond assez à ce qu'est Infocom aujourd'hui. Sur à la fois son état d'esprit, sa
sa manière d'être, sa manière de voir le syndicalisme. Je trouve que c'est ça qui me rassure parce que quand je l'écoute, parce que finalement, depuis 13 ans qu'on a mis en place un FOCOM, qui n'est pas un reniement ni un renoncement à ce qu'était la CSTP ou nos forces de lutte d'ailleurs, c'est plutôt ce mouvement qu'on a accéléré. Et quand Stéphane parle de la nécessité ou de la capacité à faire de la politique au sens syndical du terme, on ne peut se retrouver que dedans depuis tout ce qu'on a fait ces dernières années. Et chez nous, il y a quand même un aspect qui a marqué ce tournant. Je ne sais pas pourquoi ça s'est traduit à travers ça, mais ça a été notamment nos affiches dans le syndicat sont apparues aux yeux du grand public, quoi qu'on en pense, je tiens à le dire parce que je sais qu'il y a des débats sur nos affiches, mais est apparu quand même comme le fait de renouer avec un type de syndicalisme qui se perdait depuis des années avec ce qu'on pouvait se rappeler notamment de l'affiche politique des années 68. Et je trouve que c'est ça finalement qui a été intéressant, c'est qu'on a assisté dans notre histoire à quand même un effondrement de notre rapport de force que nos anciens ont su utiliser et développer, finalement en construisant nous un autre type de rapport de force aujourd'hui, qui peut paraître aux yeux de certains complètement désuet, mais qui est quand même un rapport de force de la communication, dans ce qu'on est capable de taper, de faire mal à ceux qui nous dirigent ou à nos employeurs, dans leur capacité à leur faire du mal, qui est une autre forme de rapport de force. Alors ça ne veut pas dire que ce rapport de force, parce qu'on le construit à travers des éléments visuels de notre temps, qui correspondent plutôt à nos générations, qu'on en abandonne l'ADN, à savoir de se poser la question comment on peut construire dans l'entreprise, notamment ce que disait Jean en début de ce débat, de construire la grève générale. La seule difficulté, c'est vrai qu'un FOCOM essaye d'être le témoin de ça, c'est qu'on aime affirmer, mais on aime aussi le démontrer. Parce que sinon, si on n'est que dans des affirmations, on ne va pas, j'allais dire, faire une grande démonstration. Mais qu'au fil des années et au fil des structures qu'on a pu mettre en place, c'est vrai qu'on peut constater que cette capacité pour le syndicat à se renouveler, cette capacité finalement à porter un projet, une orientation, cette capacité à réenchanter finalement l'avenir à travers le fait qu'on ne soit pas un syndicalisme moribond, je crois en tout cas aujourd'hui, depuis ces dernières années, en tout cas à notre modeste niveau, et dans ce qu'on a été capable de faire, a démontré une certaine efficacité. Je ne dis pas que ça a réglé toutes nos problématiques, loin de là, parce que comme toute activité, il y a des zones d'ombre, il y a des points, des avantages et en tout cas des choses qu'on a plus de mal à faire, mais enfin en tout cas, clairement, je disais souvent, avant de préparer cet anniversaire, un peu les articles de presse qui étaient parus sur notre syndicat et qui incarnent finalement notre syndicalisme. Ce qui revenait souvent, c'était syndicalisme détonnant, syndicalisme décapant, détonnant, qui se renouvelle en fait. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans notre approche et qui fait aussi la force d'Infocom, quelque part, même si c'est une forme nouvelle de lutte qu'on initie ou d'initiative qu'on organise. C'est cette capacité finalement à se renouveler, à se régénérer et finalement de ne pas perdre l'objectif que l'outil qui nous permet de construire ces luttes, c'est bien le syndicat. Chose qui aujourd'hui d'ailleurs est contestée, d'ailleurs, je l'ai dit dans la question du rapport au mouvement social qu'incarne les Gilets jaunes. Nous, on n'a pas perdu le principe et le fil de se dire qu'une lutte ou un corps qui s'organise aura toujours plus d'efficacité sur le long terme qu'un mouvement dit éphémère qui peut pour ailleurs nous interpeller sur la forme de syndicalisme. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, ça a été dans l'histoire, finalement, quand on regarde la CSTP, c'est cette capacité à se repositionner et à ne pas rester dogmatique sur tout un tas de principes qui ont su évoluer avec le temps. Et je crois que c'est Julien d'ailleurs qui le dit dans la vidéo, mais c'est finalement comment on construit le syndicalisme, le futur syndicalisme de demain, ce qu'on a fait, nous, ce qu'on entreprend d'ailleurs au quotidien, ce qui nous vaut d'ailleurs aussi des difficultés, parce que dans l'appareil que l'on chérit et qu'on défend, cette image de la CGT, évidemment qu'on bouscule et qu'on dérange aussi à notre niveau, à notre modeste niveau, j'allais dire, mais toujours avec cette fougue de porter un espoir, ou en tout cas de proposer un objectif réaliste, ou en tout cas une utopie,
qu'on est capable de fédérer autour d'elle un certain nombre de militants et de salariés qui sont prêts à s'engager. Et je crois que c'était ça le message que je voulais faire passer, c'est que on est traversé encore aujourd'hui dans ce que disait Stéphane, de savoir notre capacité à transgresser les règles ou les lois. C'est même un débat entre nous. On a des camarades qui pensent qu'effectivement, il faut rester dans un cadre législatif. Une partie de nos équipes sont animées par cette ambition, et une autre est plus animée par le fait de pouvoir, j'allais dire, dépasser les cadres conventionnels ou existants. Et ça a toujours été un débat qui a des fois été houleux d'ailleurs, mais qui a toujours visé l'objectif finalement de l'efficacité du syndicalisme qui est posé de surcroît aujourd'hui dans l'action qu'on est capable de porter. Donc c'est une expérience parmi d'autres, et c'est en tout cas une expérience qui montre que quand on est capable d'être ouvert aussi sur d'autres formes de syndicalisme, quand on est capable de rassembler des gens d'horizons aussi divers que dans notre syndicat, c'est aussi gage justement de cette capacité à quelque part porter des perspectives où d'apparaître comme un syndicat qui est finalement pas contrôlable et qui est inattendu sur tout un tas de sujets, comme on a pu le démontrer ces dernières années. C'est en tout cas une expérience que nous on a depuis maintenant une dizaine d'années sur Infocom, dont l'objectif aujourd'hui est aussi d'écrire une autre page de l'histoire de notre syndicat, parce qu'on a encore besoin de tourner. Finalement, c'est un travail qui ne cesse jamais. Je crois qu'on pourra se revoir dans 10 ans ou dans 20 ans, pour ceux qui seront à notre place en tout cas, enfin je l'espère, et qui se poseront certainement ces mêmes problématiques. Mais c'est toujours dans cette volonté clairement d'avoir la capacité à finalement changer la vie, même sur des détails du quotidien, mais qui ont montré que la construction de ce rapport de force avait pu factuellement montrer, prouver que c'était possible. Bien. Un mot et après, j'en prie. Merci. Je ne voudrais pas jeter une ombre sur cette journée. Je regrette que n'aient pas été invités des anciens secrétaires de la Chambre Thibault, dont fait partie notre président d'honneur de Graffé, Roger Bretin, que beaucoup de monde ne connaissent pas ici, sans doute, mais c'est quand même grâce à lui que le patrimoine de la Chambre Thibault existe. C'est grâce à son travail, il était longtemps responsable de la formation, c'est grâce à son travail auprès de nombreuses entreprises, de nombreux endroits où on pouvait dégoter des subventions, on a pu trouver les moyens d'acheter notamment l'immeuble à Ivry, qui a été vendu et qui a permis à Infocom d'avoir un niveau local, etc. Donc c'est quelqu'un qui a été important dans la politique de la Chambre Thibault, qui était un militant de tous les jours, de partout, jour et nuit. Il a fait beaucoup de travail à l'étranger, et c'est dommage que ce genre de personnage qui existe encore, il a 88 ans, il a encore sa forme, et je regrette l'absence de personnages aussi marquants pour la profession. Est-ce qu'on peut donner la parole finale à Stéphane? Ça marche comme ça? Alors si vous voulez bien, juste avant d'ouvrir le bar, on donne la parole à Stéphane et après on va tous boire ensemble, d'accord? Stéphane, tu t'en prie. Oui, je ne serai pas très long, de toute façon, à laisser chacun profiter de l'apéritif tranquillement. Je reprendrai les questions dans le désordre. La première, pourquoi en Allemagne, notamment, un autre modèle de relations sociales? Un peu comme chez nous, la raison est la même, à savoir que tout dépend de la place et du rôle accordé dans cette espèce d'interaction entre l'État, le patronat, le mouvement ouvrier, de la place et du rôle qui est accordé à chacun. Et c'est ce qui explique la situation en Allemagne. En Allemagne, on a d'un côté le contraire de ce qui s'est passé en France par rapport à l'État. L'État allemand, alors à l'époque au travers de Bismarck, en 1883-1884, fait voter pour les premières lois qui fondent une espèce d'embryon de protection sociale en Allemagne, et Bismarck décide de confier la gestion de ces premières caisses de retraite et d'accidents du travail
aux syndicats et au patronat. Et c'est comme ça que commence, que les Allemands d'ailleurs n'appellent pas la cogestion, mais ce qu'ils appellent la codécision. Bon, mais parce que l'État, déjà lui-même, finalement, se résout à accorder au mouvement ouvrier une place qu'en France, il ne veut pas lui accorder, puisque, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il campe largement sur la répression. Il faut aussi que le mouvement ouvrier lui-même soit prêt à le faire et prenne un autre chemin que celui qu'il a pris chez nous. C'est le cas du mouvement ouvrier allemand. L'année où en France est rédigée la charte d'Amiens, 1906, a lieu en Allemagne un congrès à Mannheim. Lors de ce congrès de Mannheim du Parti social-démocrate, les syndicats et le parti décident de diviser le travail, à savoir donc au syndicat la revendication quotidienne, au parti les questions d'avenir. Voilà. Bon, ils font ce choix-là, alors qu'au même moment, nous, on fait le choix d'un syndicalisme qui va au contraire porter les deux aspects. Et puis, il faut aussi que le patronat soit dans ce panorama-là, soit convaincu, soit parce qu'on le lui impose, soit parce qu'il s'en convainc lui-même, qu'il est peut-être préférable d'avoir un système de relations sociales qui accepte, au fond, d'accorder un pouvoir de codécision au mouvement social, au mouvement ouvrier. C'est ce que va faire le patronat allemand à sa façon. Il faut peut-être rappeler comme exemple qu'avant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont déjà signé 11 000 conventions collectives. En France, 0, puisque la première loi sur les conventions collectives en France est en 1919. Et encore, il n'y en a quasiment pas, parce qu'on ne reconnaît même pas aux syndicats le droit de porter la parole de l'ensemble d'une profession. Et que si jamais ils signent une convention, ça ne s'appliquera que pour une profession dans la localité où la convention a été signée. Bon, parce que, encore une fois, ni le patronat ni l'État ne veulent accorder la place au contre-pouvoir qu'ils sont en droit d'attendre. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une Allemagne divisée, ravagée, la codécision se met en place dans les entreprises parce que dans les zones d'occupation occidentale, les Occidentaux vont voir les patrons allemands, puisqu'ils ont en tête la renaissance d'un État allemand, en disant en gros au patronat allemand, en substance, bon voilà, vous êtes commis avec les nazis, vous avez fait des choses pas très claires, hein, on veut bien que vous fassiez tourner vos entreprises, que vos actionnaires reprennent le pouvoir dans leurs entreprises, mais à condition que vous mettiez en place ce système de codécision qui, à partir de 1951, par toute une batterie de lois, va être mis en place et qui accorde aujourd'hui aux représentants des salariés allemands un tiers des sièges au conseil d'administration, enfin au conseil de surveillance dans les entreprises entre 500 et 2000 salariés, et la moitié dans celles de plus de 2000 salariés. C'est pas un administrateur sur 12 ou 2 sur 20. Donc c'est pas du tout la même capacité d'intervention et le même contre-pouvoir qui est accordé aux uns et aux autres. Je dirais que d'une certaine manière, au champ syndical français, on ne lui laisse que le choix soit d'accompagner des pratiques qui tendent plutôt, quand on regarde les conventions qui ont été signées, enfin en tout cas les accords qui ont été signés depuis les années 80 qui tendent plutôt à réduire le périmètre des droits sociaux, ou alors de s'opposer par la lutte. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de troisième voie possible. Donc, soit c'est la voie du syndicalisme, pour faire simple, CFDT, soit c'est la voie d'un syndicalisme qui reconnaît que son principal moyen d'intervention dans la société et dans les entreprises, c'est celui du rapport de force, parce que de toute façon, c'est le seul pouvoir qui lui est accordé, celui qu'il va chercher lui-même, et pas celui, encore une fois, que la loi lui donne, lui accorde. Sur 95, ça me permet d'ajouter un autre ingrédient à ceux que j'évoquais tout à l'heure. Alors certes, évidemment, c'est un lieu commun qui n'est pas tout à fait inexact de dire qu'une grève générale ne se décrète pas, on est bien d'accord, mais une généralisation des mobilisations nécessite ce que Pouget appelait dans sa brochure de 1908 sur la CGT d'un chef d'orchestre confédéral. Il faut, pour éventuellement conquérir des droits sociaux qui aillent au-delà d'un cadre professionnel, au-delà d'une profession, et donc qui passe par le biais de la généralisation du rapport de force, il faut qu'il y ait une confédération qui soit claire sur sa stratégie et qui soit en capacité et prête à jouer donc ce rôle d'impulsion. C'est ça qu'il appelait le chef d'orchestre confédéral, c'est-à-dire une CGT qui à l'époque déjà, vous le savez tous, est organisée sur des bases fédéralistes, on laisse chaque organisation vivre sa vie,
mais où on considère que le rôle de la Confédération, c'est de parvenir à mettre en musique, en quelque sorte, l'ensemble des revendications qui émanent des différentes professions pour, à partir d'elles, former une stratégie et être en capacité de formuler un certain nombre de points communs, un certain nombre de lignes directrices, c'est ça qu'on appelle une stratégie, qui soit en capacité, à un moment donné, effectivement, de jouer ce rôle d'impulsion. Et enfin, dernière chose, je suis tout à fait d'accord sur l'importance des mots. Effectivement, la bataille culturelle, hein, comme disait Gramsci, la bataille culturelle, c'est par celle-là que l'ordre dominant parvient à imposer ses rues. C'est particulièrement manifeste au travers de l'imposition des processus dits de dialogue social. Le terme même de dialogue social est un mot qui n'est pas du vocabulaire syndical. Le mot qui est du vocabulaire syndical, c'est la démocratie sociale, mais entendu comme un contre-pouvoir ouvrier. Cette notion même de démocratie sociale, de contre-pouvoir ouvrier, que traduit notamment le programme du Conseil national de la résistance, eh bien cette notion, dans sa bataille culturelle, l'ordre dominant l'a dévitalisée en lui associant celle de dialogue social, qui effectivement a transféré en quelque sorte le sens de l'idée de démocratie sociale de celui de prise du pouvoir ou de contre-pouvoir ouvrier par celui de négociation collective, de pacification des relations sociales, mais qu'il est parvenu à détourner le sens au travers de cette bataille culturelle d'une notion historique forgée depuis le XIXe siècle, au moins depuis 1848 et la proclamation de la Deuxième République, par le mouvement ouvrier lui-même. Il a adjoint à tout ça tout un vocabulaire qui, encore une fois, n'est pas du vocabulaire syndical, donc démocratie sociale, partenaires sociaux. Ça n'est pas une expression du vocabulaire syndical, mais qu'il l'est devenu. De même que démocratie sociale, concertation. Et tous ces mots de vocabulaire, c'est ça qui est assez amusant, apparaissent entre 82 et 85. C'est-à-dire au moment où, effectivement, on essaie de construire un système de relations sociales qui cherche à contourner le rapport de force et la lutte des classes, pour, au travers, effectivement, de la loi au bout du 13 novembre 82, qui crée l'obligation de négocier et permet désormais de signer des accords dérogatoires, et cherche à dynamiser la négociation collective, mais il faut adjoindre à ces processus qui veulent faire la démonstration qu'existerait, puisque c'est ça l'objectif de ceux qui mettent en œuvre, une troisième voie entre le capitalisme, le communisme, une troisième voie qui serait celle de la personne humaine, hein, c'est le personnalisme de Mounier, qui serait en quelque sorte un système qui permettrait de concilier les contradictions. Voilà, de concilier les contradictions de manière à en faire ressortir des formes de pacification des relations sociales. Mais pour cela, il faut d'abord gagner la bataille culturelle. Et la bataille culturelle, en effet, on la gagne en imposant à ceux qui sont, a priori, en opposition avec ce type de projet, en leur imposant un vocabulaire. Et une fois qu'ils se sont bien imprégnés de ce vocabulaire, qui se sont bien imprégnés de ce partenariat social, de cette démocratie sociale et de cette concertation, on peut ensuite enfoncer le clou en faisant voter tout un processus de loi qui, depuis 1982 jusqu'aux ordonnances Macron de 2017, vont systématiquement dans le même sens, hein, c'est-à-dire celui de la dévitalisation des rapports de force et, par conséquent, de façon privilégiée ce syndicalisme que certains appelleront d'accompagnement, de collaboration, comme vous voulez, peu importe. Mais voilà. Et donc, ça veut dire que la reconquête, elle passe aussi par cette bataille culturelle. La reconquête syndicale, elle passe aussi par là. C'est-à-dire se refonder un corpus de mots qui soient les vôtres, qui soient les nôtres, et qui ne soient pas ceux de l'adversaire. Sans ce travail-là, sans cette réflexion-là, il sera très compliqué de mener une contre-offensive efficace. Avec, et je termine là-dessus, un autre mot qui m'agace profondément en ce moment, c'est celui de gouvernance. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est que la gouvernance? La gouvernance, c'est quelque chose qui s'oppose au gouvernement. Le gouvernement, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation politique élue par les citoyens, composée d'un certain nombre d'individus qui ont un parcours et un cursus politique qui les rend un peu plus que d'autres en capacité éventuellement, dans des moments de crise par exemple, de formuler des capacités de compromis, de formuler une écoute à l'égard de ceux qui protestent, alors même que la gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le pouvoir des technocrates, le pouvoir des experts. Et en effet,
c'est ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés. Le pouvoir de Macron et le gouvernement de Macron, c'est un gouvernement d'experts, d'hommes de cabinet. Emmanuel Macron, c'est un expert et un homme de cabinet. Une bonne partie de ceux dont il est entouré, y compris dans son gouvernement, ce sont des hommes d'experts et de cabinet. C'est en effet la gouvernance. Mais le problème, c'est que l'expert et l'homme de cabinet, c'est quelqu'un dont le travail est de produire des diagnostics et qui est très convaincu toujours que ces diagnostics sont les bons et qui est en situation de crise, puisque lui, il ne gouverne pas, il fait de la gouvernance. En situation de crise, il est parfaitement incapable de trouver en réalité une solution. Et dans la façon dont il dirige ou pense diriger la société, au contraire, il produit de la radicalisation. Il produit de la radicalisation par son incapacité à gouverner. C'est-à-dire par son incapacité à sortir de son simple rôle d'expert et d'homme de cabinet. Et donc il radicalise au fond les rapports sociaux. Et de ce point de vue-là, à son corps défendant, l'actuel président de la République et l'actuel gouvernement sont peut-être des alliés potentiels pour une renaissance d'un syndicalisme de lutte. Jolie parole. Merci à l'historien Stéphane Thirault, merci au camarade Stéphane Thirault. Et puis, n'oubliez pas, notre ami Maurice Lourdes, les brochures de Stéphane, si vous voulez consulter, les commander. Et nous allons aller tutoyer le camarade Morito.